par la suite, c'est Pascal Pic, qui a dirigé le département d'art contemporain du musée des abattoirs à Toulouse et les FRAC Midi-Pyrénées, que tu vas expliquer ce que c'est les FRAC. Et il a fondé quelque chose qui est très intéressant, c'est là où je le raconterai la première fois, les musées de l'invisible, instance de création et de recherche dédiée aux relations entre art et culture de l'invisible. Et il a réalisé plusieurs expositions, dont Astralis, le manifeste de l'arbre, de Mineralis et Athanor, ainsi que tout dernièrement les visionnaires. Et il a publié Les Fleurs de l'invisible, série d'entretiens avec le médium Michel Riffard. Moi, je ne suis pas ni philosophe ni parapsy, mais plutôt j'ai une formation d'historien de l'art. Et effectivement, j'ai travaillé en institution comme au musée des abattoirs à Toulouse, ainsi que le FRAC Midi-Pyrénées que j'ai dirigé jusqu'en 2012. FRAC, ça veut dire Fonds régional d'art contemporain. C'est des lieux qui ont pour vocation de travailler avec les artistes directement et de constituer des collections et surtout de les diffuser auprès d'un public le plus large. Et c'est justement dans le cadre d'une de ces expositions qui a eu lieu dans une grotte entre 2009 et 2011, en fait, qui va préfigurer véritablement le musée de l'invisible, où il s'est passé plusieurs phénomènes assez étonnants, notamment à partir de la création d'une œuvre de Berdaguer et Péju, qui sont deux jeunes artistes de Marseille, et qui avaient pour projet de faire une œuvre qui s'intitulait « Faire parler la grotte ». Et à cette occasion, ils m'ont demandé de trouver quelqu'un qui faisait de la TCI, transcommunication instrumentale, je crois. Je ne savais pas du tout ce qu'était la TCI. Bref, je trouve quelqu'un à Toulouse qui fait ça. C'est Yves Linès, d'ailleurs, qui est assez connu dans le domaine. Et Yves Linès accepte de venir dans la grotte du Mas d'Asile faire une séance d'enregistrement, au terme de laquelle il a effectivement recueilli plusieurs fichiers sons, je vais appeler ça comme ça, et notamment un où on entend clairement, distinctement, une voix féminine qui dit « le feu ». Donc là, bon, moi qui n'étais pas du tout, habitué à ce genre de choses, j'étais déjà très étonné, assez, ébranlé. Qu'à cela ne tienne, on envoie le fichier son aux artistes qui, eux, vont faire une œuvre qui est constituée en fait d'une sculpture faite en stéréolithographie, c'est-à-dire, vous savez, ce procédé de photocopie 3 dimensions laser, avec de la résine translucide. Ils ont en fait produit un Revox, comme ça, Revox qui devient translucide et qui diffuse, en fait, on voit même le micro, et dans l'environnement, il diffuse la voix, comme si l'objet, en fait, avait été fantomisé lui-même par la voix qu'il avait enregistrée. Œuvre très belle. Alors moi, en tant que responsable de l'exposition, commissaire d'expo, comme on dit, historien de l'art, critique d'art, tout ce que vous voulez, théoricien, je me dis, qu'est-ce que je fais de ça? Déjà, pour moi, comment je reçois ça, comment je me l'explique, évidemment, avec une première attitude rationnelle. Et puis ensuite, puisque c'est ma mission aussi de créer une interface avec le public, comment j'en parle au public? Est-ce que j'en parle? Est-ce que j'en parle pas? Enfin, tout un tas de questionnements, Mario, qui posent en fait les bases d'une qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on le montre? Qu'est-ce qu'on en dit? Et surtout, comment on travaille avec? Et en fait, c'était véritablement les prémices du musée de l'invisible, qui ont été en quelque sorte... il y a aussi un autre élément important avec Jean Clotte, un grand préhistorien français, et à qui j'ai demandé, à l'occasion de cette exposition, qu'est-ce qui a fait que l'être humain a pu aller au plus profond du rocher, de s'introduire dans la montagne comme ça pour inventer l'image, en quelque sorte, même si possiblement, c'est pas exactement l'origine de l'art, les grottes. Il y a dû avoir d'autres origines. Et Jean-Claude me dit, on ne saura jamais. Il me dit, là, c'est le scientifique qui répond. Je dis, bon, d'accord. Il me dit, on ne saura jamais. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de preuves. On n'a pas pu faire de testing, on n'a pas d'enregistrement. Enfin, j'avais celui-ci, mais... je dis, bon, très bien. Et il me dit, mais on peut commencer à comprendre quelque chose de ce qui s'est passé en s'intéressant aux cultures de l'invisible. Et il me précise, dans notre jargon à nous, les préhistoriens, les cultures de l'invisible, c'est tout ce qui est de l'ordre des outre-mondes, du monde des esprits. Et c'est vrai que Jean-Claude a fait un livre très important, c'est lui qui a publié le fameux « Les chamans de la préhistoire », sujet d'actualité, parce qu'il y a une très belle exposition au Centre Pompidou, qui malheureusement d'ailleurs n'aborde pas le sujet, mais bon, c'est peut-être assez emblématique. Il faut s'intéresser aux cultures de l'invisible et surtout à ce qu'il nous reste encore aujourd'hui à travers les cultures des chasseurs-cueilleurs encore actives, parce qu'il y en a encore quelques-unes,
hein, pour comprendre quelque chose de ça. Alors là, c'était extrêmement intéressant parce que là, c'est vraiment le scientifique qui parle, mais tout en ouvrant cette porte-là. D'ailleurs, il a tellement ouvert la porte, Jean-Claude, qu'il s'est ramassé une volée de bois vert par toute la communauté scientifique préhistorienne, où là, vraiment, il y a une très forte polémique, extrêmement intéressante d'ailleurs, hein, d'un point de vue théorique, parce qu'effectivement, ses collègues lui disent « Mais comment est-ce que ces artistes, ces soi-disant artistes, ont pu peindre des choses aussi précises alors qu'ils étaient possiblement en état de transe ?» La transe que tu viens d'évoquer, Bertrand. Hein, parce que dans la tête des préhistoriens, la transe, ils avaient le bras qui bougeait. Donc avec des questionnements de ce type-là, bref, il y a eu un espèce d'aggiornamento au milieu des années 2000. Tout le monde s'est un peu calmé. Et ils ont quand même réussi à trouver un terrain d'entente, ce qui est extrêmement intéressant justement sur ces rapports, hein, culture de l'invisible, monde scientifique. Un terrain d'entente qui a d'ailleurs fortement marqué maintenant la lecture de l'art de la préhistoire. Et qui est maintenant beaucoup plus ouvert sur ces questions-là. En France, avec un certain retard, hein, mais c'est quelque chose d'assez notable. Autre expérience, donc en fait là c'était un peu les éléments fondateurs du musée de l'invisible, donc je quitte le musée des abattoirs en 2012 et en 2013 je me dis tiens qu'est-ce que je vais faire et c'est là que me vient l'idée du musée de l'invisible à travers toutes ces expériences. Et je dois dire aussi qu'une chose qui avait été très importante, ça avait été tout un tas de travaux avec les sciences de la cognition. Hein, c'est-à-dire qu'au musée des abattoirs, souvent on avait des cogniticiens qui venaient nous voir et qui voulaient étudier justement le fonctionnement cérébral et psychologique de l'artiste et de la création. Alors ils étaient un peu dans l'attitude comme s'ils voulaient ouvrir le cerveau de l'artiste pour voir comment ça se passait à l'intérieur, parce que c'est vrai que l'acte créateur ou créatif reste un véritable mystère, hein, aussi bien du point de vue des théoriciens, historiens de l'art, que de celui des scientifiques d'ailleurs. Et c'est d'ailleurs pour ça que la question art et médiumnité, qui a été véritablement, je pense, à un niveau mondial, défrichée par Bertrand Meheust, par Limy dès 1919, hein, vous avez vraiment une place extrêmement importante, et je vous le confirme, d'autant que j'ai réengagé tout un cycle d'études, et notamment un doctorat à Paris 1, Bertrand, Panthéon-Sorbonne, sur ces sujets, pour justement ramener ces questions-là au cœur à la fois de la pensée philosophique à travers l'esthétique, puisqu'on se rend compte très vite qu'il y a un impensé de ça qui est absolument flagrant et assez problématique. Idem pour l'histoire de l'art. Bref, là je vais vous parler pour finir de deux exemples d'artistes et d'expériences que l'on a pu faire avec le musée de l'invisible. Et puis juste un petit coucou à Michel Riffard, qui a été considérée pendant très longtemps comme étant la doyenne des médiums françaises. Parce que suite à l'expérience de la grotte, je me suis intéressé effectivement je suis allé voir des séances de médiumnité en public, ce que j'avais jamais fait ni vu. Et je dois dire que là, c'est assez bouleversant aussi, notamment avec Michel Riffard, qui n'avait jamais fait son livre, parce que maintenant tous les médiums font leur livre, ou leur livre au pluriel. Et Michel n'avait pas fait de livre. On a fait un premier entretien, et après je lui ai proposé de faire un livre d'entretien. Et moi, je dois dire que c'était assez... comment dire, c'était un peu l'instrumentaliser, parce que pour moi, ça fait partie un peu des terrains, comme on dit en anthropologie, ou des chantiers, moi-même, pour me familiariser avec ça et mieux comprendre ce qui se passait. Et Michel a dit quelque chose d'assez étonnant. C'est pour ça que je mets cette phrase-là, qui reste pour moi un point de mire. Les artistes sont très hauts dans l'échelle de la médiumnité, sans forcément le savoir. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils deviennent des artistes. C'est pour ça qu'ils sont assez hauts avec leur don. Car ce don leur est donné pour aider et pour réussir. Ils sont aidés même si la plupart d'entre eux ne le savent pas, ou bien ils le sauront plus tard. Certains le pressentent mais ne veulent pas le voir ou ne veulent pas s'en occuper. Alors effectivement, en plus ça a recoupé comment dire, une constatation que j'ai faite suite à l'exposition dans la grotte, où pendant 3 ans, je vais dire une 60aine d'artistes sont passés. Et là, je me suis rendu compte que ces phénomènes liés au paranormal, à la médiumnité, étaient vraiment encore très importants, alors que moi je pensais que c'était les chasseurs-cueilleurs. Mais non, il y a une véritable continuité entre la préhistoire et aujourd'hui, à travers les travaux de certains artistes. Et en fait, Michel, là, je peux vous dire que Michel n'allait pas voir les expositions d'art moderne ou d'art contemporain. Elle décrit exactement le paysage, hein, de ce rapport art et médiumnité. Je vais parler déjà de Philippe Deloison.
Bonjour Philippe, puisque Philippe est dans la salle. Philippe, que j'ai découvert dans une exposition d'ailleurs sur laquelle vous aviez collaboré, je crois, Mario et Bertrand, hein, le fameux Entrée des médiums à la Maison Victor Hugo en 2013 ou 2014, hein, qui se terminait par des œuvres comme celle-ci. Le choix vers la lumière, donc ce sont des œuvres pas très grandes, plutôt de l'ordre du dessin. Et je suis rentré en relation avec Philippe quelques temps plus tard, et on a commencé à faire un travail. Et donc là, Philippe, en l'interrogeant, je lui dis, mais qu'est-ce que c'est que ces dessins-là Et en fait, il me dit, je perçois les auras. Tout simplement, bien sûr. Et il me dit, effectivement, je me mets dans des états de concentration. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça des états transiques, mais je me mets dans des états de concentration assez poussés. Philippe m'explique qu'il pratique le zazen de manière assez poussée depuis pas mal d'années. Et il me dit, des fois, j'ai un crayon dans chaque main et même un dans la bouche, comme s'il fonctionnait comme une sorte de stylet, et avec notamment associé au texte, hein, avec du texte qui peut apparaître, hein, comme une ligne continue, et après il y a un travail de relecture de ce texte pour faire émerger les images. Philippe pratique aussi la photo médiumnique, on peut le dire, hein, c'est le terme, avec photographie justement d'orbes. Petit coucou à la revue d'ailleurs, qui est là. Et puis avec tout un travail avec les minéraux, puisque ce que je n'avais pas dit, c'est que Philippe Delezon était un très très grand joaillier de la place Vendôme, où il a travaillé pour des marques comme Bulgari. C'est lui qui a créé les fameux best-sellers de Van Cleef, hein, le trèfle, je crois, et le papillon, Philippe. Alors, évidemment, à un moment, et tout en ayant démarré une carrière d'artiste médiumnique dans les années 60, à sa sortie de l'école Boulle. Donc, évidemment, à un moment, je dis à Philippe Delezon, mais est-ce qu'en fait, il y a un rapport entre votre activité de peintre médiumnique et de joaillier ? Même s'il n'a jamais fait la publicité de ça en étant joaillier, bien sûr que oui. Et même ces bijoux, j'allais dire, ont probablement une dimension magique, paranormale, enfin que sais-je. En tout cas, c'est extrêmement intéressant aussi de voir, hein, à travers ces croisements, ce qui se passe au niveau de la créativité. Et d'ailleurs, Bertrand, tu as terminé là-dessus, hein, en disant que pour toi, il y avait une espèce de chose évidente entre la créativité et la médiumnité. C'est exactement ce que m'a répondu Philippe aussi à ce type de questionnement. C'est-à-dire que pour lui, il identifie totalement la médiumnité à la créativité et à la création artistique. Alors, ce n'est pas seulement de la philosophie de l'art, hein, mais on aura peut-être l'occasion, puisque tu es là, de le développer plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec Philippe Deloison ? Je ne suis pas Limi. Je ne suis pas scientifique, mais j'avoue que je fais aussi mes petits testings. Mais ce n'est pas exactement dans le même état d'esprit. C'est-à-dire qu'à l'occasion de certaines expositions, j'ai demandé à M. Deloison de bien vouloir faire des œuvres spécifiquement pour ces expositions, ce que je fais de plus en plus avec les artistes. Hein. Oui, c'est des sortes de commandes, mais... et notamment là, c'était pour une exposition qui s'intitulait Athanor, hein, parce que le musée Navib a commencé par un département de l'arbre, un département ensuite dédié au monde minéral, évidemment avec toutes les cultures de l'invisible qui s'agrègent autour. Mais pas seulement celle de l'invisible paranormal, aussi les cultures scientifiques, parce qu'il y a un invisible, hein, de la science, qu'elle soit mathématique ou astrophysique, et je dis des fois, en faisant un petit mauvais jeu de mots, le spectre de l'invisible dont s'occupe le musée de l'invisible, il va des sciences, hein, dures, ou du vécu des scientifiques, jusqu'à effectivement le paranormal. Donc là, c'est juste un exemple pour l'Expo Athanor où on a travaillé avec les pierres. J'ai demandé à Philippe s'il pouvait faire en quelque sorte, tester l'invisible ou le questionner les pierres et ramener en fait dans l'exposition, en quelque sorte, un message des pierres. Et donc il y a ça qui est sorti au gré de dessins, hein, assez particuliers. Il y avait toute une série de dessins où il y avait une cage, un oiseau, bref. Et puis à un moment, il y a eu cette phrase, hein, qui est sortie en écriture automatique. « La paix est dans tes mains, ne divise pas la pierre ». Et donc, on a présenté ça dans l'exposition, effectivement, comme un matériau, qui était à la fois le résultat je ne vais pas dire d'un testing, mais d'une expérience, hein, en quelque sorte, mais qui était livré au public directement. Comment on a interprété cette phrase ? Évidemment,
Qui c'est qui a parlé du nucléaire tout à l'heure? C'est toi, Mario, hein? Ça nous renvoie peut-être effectivement, enfin c'est ce que Philippe a avancé, à la question du nucléaire. C'est-à-dire qu'avec l'ère nucléaire, hein, on est on traficote, si je puis dire, avec les neutrons, les particules et ainsi de suite. C'est-à-dire avec le cœur du cœur du cœur de la pierre. Et Philippe me dit, oulala, attention parce que là, il y a des énergies incommensurables et on ne sait pas où on va. Voilà, c'était un premier exemple. Ensuite, j'en ai un deuxième avec Marion Laval-Jeantet du groupe Art Orienté Objet. Alors Marion, c'est un cas assez particulier. Elle fait partie de ces artistes que je connais depuis 25 ans. Et à l'occasion d'exposition dans la grotte, il y a eu un épisode, bref, et là, elle me dit, en fait, je travaille aussi avec ces dimensions, ce que je ne savais pas. Je dis, mais pourquoi tu m'en as jamais parlé? Pourquoi vous n'en parlez quasiment jamais? Elle me dit, si on t'en avait parlé, on ne serait pas sûr que tu aurais gardé un intérêt pour nous. Et puis deux, c'est pas facile d'en parler, quoi. Donc elle fait partie de ces artistes qui font une sorte d'outing progressif, où elle consacre des œuvres à ces questions-là, à la fois sous l'angle, une sorte de triple casquette, Marion, si je puis dire, puisque déjà culturellement et familièrement, elle vient d'une famille corse où sa grand-mère pratiquait le matzérisme, qui est une forme de sorcellerie corse, toujours active aujourd'hui d'ailleurs, à la fois en Corse et en Sardaigne, donc c'est encore assez rare en Europe, je crois, d'avoir des foyers comme ça aussi. Il y a plein de gens qui pratiquent plein de choses, je le sais, mais d'avoir des foyers aussi vivaces et qui restent liés à une tradition qui remonte très très loin. Donc elle a ça. Et elle m'a dit, voilà, ma grand-mère, quand elle est morte, a voulu en fait me passer quelque chose, ce que j'ai refusé, j'ai barré en quelque sorte. Mais ça n'a pas pu durer, donc j'ai ça qui est en présence. Et alors là, j'ai commencé à l'interroger sur sa pratique artistique. Elle m'a dit, en fait, tout mon art est basé sur une forme de pratique visionnaire. Donc là, il y a ce mot qui est sorti, de pratique de la vision. Donc là, j'ai commencé à l'interroger sur notamment à travers ses œuvres, qui sont des ex-voto et qui participent d'un projet qui s'intitule « Machine à retarder la fin du monde ». Alors oui, j'ai dit, elle a le matzérisme, elle est artiste, et puis troisième casquette, elle est universitaire. Ok, à la fac d'art plastique, à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, donc comment on va dire, c'est le pire des sciences humaines, puisque là on a à la fois la théorie, la tentative théorique, esthétique et la tentative artistique qui se sont mêlées. C'est pas toujours bien regardé de la part d'ailleurs mais bon, ça a quand même une place importante, ces facs d'art plastique. Donc Marion a aussi travaillé, elle a fait un doctorat sur le sujet, notamment sur les rites du Bwiti en Afrique, qu'elle a elle-même pratiqué. C'est-à-dire à la manière de ce qu'on appelle l'observation participative des anthropologues. Et je pense que la question, elle peut se poser aussi à Alimi. Comment est-ce qu'on fait quand on observe, ou qu'on teste, ou qu'on expérience un phénomène, alors qu'on sait très bien maintenant, grâce à Einstein, que quand on fait une expérience, on influe dessus. Comment, inversement, l'expérience qui est faite influe sur vous? Quelle est cette boucle qui se met en place? Et ainsi de suite. Et ça, il y a des éléments... Donc les artistes sont assez en pointe, je pense, sur ces questions. Toujours est-il que ces petits tons d'eau sont le résultat d'une pratique de sorcellerie corse qui consiste à coudre, qu'on retrouve dans plein de cultures d'ailleurs, à coudre des choses à l'intérieur des vêtements, des petits nœuds, toute la tradition des tapis, du tissage, enfin bon, c'est lié à ça. C'est lié à ça. Et à coudre, mais sauf que dans ces usages, c'est des pratiques personnelles. Donc eux se posent la question, comment en fait opérer non pas un transfert, mais une application de ça à grande échelle, à l'échelle du public, à l'échelle du monde. Donc c'est des questions assez importantes avec plein d'œuvres qui sont dédiées. Alors c'est vrai qu'une des particularités de Marion et de Benoît Mangin, à travers Art Orienté Objet, ils ont vraiment un engagement pour la cause animale dès les années 90. C'est des pionniers de ce qu'on appelle aujourd'hui l'art biotech. Ils se sont intéressés aux vivants, donc avec des œuvres qui ont un côté très scientifique. Et puis, à l'occasion de cette exposition fondatrice du Musée de l'Invisible Astralis en 2014 à l'espace culturel Louis Vuitton, je leur propose d'intervenir. Et là, pareil, je fais un peu le même coup que je fais à Philippe Deloison. Je dis à Marion, est-ce que Marion, tu ne peux pas interroger
l'invisible sur... elle me dit, mais quoi, qu'est-ce que tu veux poser comme question? J'ai dit, en fait, je voudrais interroger l'invisible sur la validité même du projet du musée de l'invisible et sur le fait de vouloir, en quelque sorte, faire un travail, non pas ésotérique, mais exotérique. Donc là, elle m'a dit, ok. Et il y a ça qui est venu. Il y a cette œuvre qui est en fait un lit. Elle me dit, en fait, dans mes visions, je vois souvent des lits comme ça, comme s'ils étaient suspendus, avec des mains au-dessus. Ça ne nous rappelle pas les mains de Kluski, Mario, hein? Il y a aussi tout un système d'espèces de synapses en cristal. Et puis, les barreaux de l'échelle, en fait, elle a vu un texte de lumière où, voilà les mains. Belle transposition. Hein? C'est peut-être Kluski qui est encore là. Et sur les barreaux de l'échelle, un texte de lumière où il y a écrit « Pas encore ». Là, j'étais un peu, comment dire, genre, c'est peut-être pas encore le moment. Hein? Mais dans Pas encore, il n'y a pas encore. Il y a un pas encore. Hein, il y a aussi ça. Et oui, bien entendu. Et oui. Voilà. Donc voilà comment en 2014 je suis sorti de cette exposition. Pour conclure, donc là, un peu tous ces travaux, et notamment grâce aux collaborations avec Philippe Deloison hein, sur cette question de la médiumnité, Philippe parle tout de suite d'énergie et d'énergétique. Et quand je lui parle de relation, peut-être tu pourras nous en parler tout à l'heure, parce que hein, Philippe nous dit, en fait, la médiumnité, il n'y a pas de problème, hein, elle existe, elle est là. C'est en fait l'attitude qu'on a par rapport à elle. Il me dit, la médiumnité, c'est la connexion à l'énergétique ou à une conscience globale. Mais il faut fluidifier ça. Hein. Alors, je pense qu'il y a quelque chose, un débat sur lequel j'aimerais rebondir suite à une position hein, qui est extrêmement intéressante et importante sur que faire aujourd'hui de la médiumnité, notamment au regard du grand public, parce qu'effectivement, c'est un sujet qui n'est pas simple du tout. Hein. Alors, moi, je me rends compte à travers les expositions quand même que, on sait bien, Mario, que de plus en plus de gens dans le grand public sont intéressés par ces questions, à plein de points de vue différents. Et moi, je trouve plutôt qu'il y a une énergie intéressante et qui est un peu en jachère. Et beaucoup de personnes, d'ailleurs, même reviennent à l'art à travers ces questions-là. C'est assez intéressant. Et c'est pour ça que ça ouvre. Les prochains projets du Musée de l'Invisible vont être assez dirigés là-dessus, notamment sur ces questions des énergies, de l'énergétique, comment on peut les capter, les ressentir. Encore faut-il s'entraîner pour ça. C'est tout à fait possible. À travers 2 expositions, il y aura une exposition à l'automne à Paris, qui s'intitulera justement Energeia, hein, qui va justement traiter plus de la question de l'énergétique de l'œuvre d'art, et à travers ça, celle de l'organicité de l'œuvre d'art, et évidemment la place de la médiumnité dans cette organicité. Donc là, on est sur un terrain biologique, en effet. Et puis une autre, l'été prochain, qui s'intitulera Géométrie de l'invisible, à l'espace d'art concret de Montsartou, dans le Var. Je vous remercie. Une remarque à propos de l'étrange cabane qu'a créée Marion Laval-Janté. Ça va me permettre de parler un peu de quelques instants des ovnis qui ne sont pas présents dans la journée aujourd'hui, mais c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. En fait, j'étais présent à cette exposition chez l'espace Vuitton. Et donc, quand j'ai vu cette cabane, j'ai tout de suite fait remarquer à Marion Laval-Janté que, pour moi, ça évoquait de façon irrésistible le portrait robot d'un enlèvement sous-cupique qui est tout à fait extraordinaire, qui a eu lieu en Pologne en 1978. J'ai oublié le nom du témoin, mais en gros, l'histoire, c'est un paysan qui va avec sa charrette travailler à ses champs, et des petits êtres bizarres montent sur sa charrette. Dans un premier temps, il ne prend pas attention. Il s'aperçoit qu'ils ont les yeux bridés, qu'ils ont des sortes de cagoules, qu'ils parlent avec des espèces de cris qui ressemblent à ceux des oiseaux, du chant des oiseaux, bref. Puis ça arrive, au bout d'un moment, il y a un étrange objet qui flotte au-dessus de la route. Ben voilà, c'est ça. Sauf que les pieds ne touchent pas le sol. Il flotte avec ses très grands pieds, mais à quelques mètres du sol. Il va être enlevé dans l'OVNI, ainsi de suite. Bon. Et ça fait irrésistiblement penser à la cabane initiatique, en fait.